Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour à toute la communauté DMG. Je me prénomme X. Voilà, je vais vous mettre anonyme là-dedans. Je me prénomme X et je m'aimerais raconter une histoire vécue de moi-même. Voilà, lorsque j'étais un peu plus jeune, j'avais peut-être à peine 20 à 21 ans comme ça. Bon, comme tout le monde le savent, partager, liker et commenter. C'est ma première fois. Ok. Bon, l'histoire est la suivante. J'avais entre 20 et 21 ans, au maximum 22 ans. Voilà. J'avais fait la connaissance d'un jeune homme. On a commencé à sympathiser comme tout le monde fait. Voilà, il y a une première rencontre et après les rendez-vous se multiplient. Après, on passe aux choses sérieuses. Voilà, maintenant pour dire le jeune homme restait dans un quartier de Libreville. Voilà, l'histoire nous vient tout droit du Gabon déjà. Le jeune homme restait dans Mindoubé au niveau du carrefour là, Mindoubé 2. Juste au carrefour des pavés. Il y a des cités à l'intérieur, donc ils avaient tout un domaine à l'intérieur. Voilà, donc il y avait sa tante qui était mariée à une grande personnalité qui avait vraiment des grands domaines, grandes maisons à l'intérieur. Donc eux, ils avaient leur petit appartement de l'extérieur. Et c'était quelqu'un qui avait un taxi. Donc il y a des moments, quand il me prenait, on faisait le taxi et tout. Après, on rentrait. Il m'avait emmené peut-être 1, 2, 3 fois chez lui. Et un jour, je ne sais pas si c'était la deuxième fois, bien la première fois même que j'avais dormi là-bas, je ne sais pas trop. Peut-être la deuxième fois. Bon, voilà, un jour, on a tourné, voilà, dans les rues de Libreville et tout. Après, nous sommes rentrés. Lorsque nous sommes rentrés, on a mangé, on a papoté, et après on s'est amusé et tout ça. Maintenant, nous avons dormi. Ce qui s'est passé. Après, paf, on a commencé à dormir chacun de son côté. Et voilà comment, tout d'un coup, je me trouve dans une vision. En fait, je ne sais même pas si je rêvais, parce que tout ce que je voyais dans le rêve, dans la réalité, c'était pareil. En fait, dans le rêve, je me voyais allongée avec lui. Donc, on dormait sur le lit, l'emplacement de la chambre. En fait, tout était actuellement pareil. Je me voyais en train de dormir comme je suis en train de dormir. Je ne sais pas si vous essayez de me comprendre. Donc, en fait, j'étais en train de me revoir, quoi. Mais c'était dans le rêve. Je me voyais en train de dormir avec lui. Et mes yeux étaient fixés vers la porte. Mais dans le rêve, tu te poses un peu tu sais, dans les rêves, dans des songes, il y a des choses que tu sais que tu te poses des questions, tu ne sais pas pourquoi. Exemple, le regard est fixé vers la porte. Donc c'est comme ça, j'étais là allongée sur le lit, je me vois dans la chambre où je suis en train de dormir dans la réalité, mais je suis allongée et mes yeux sont fixés vers la porte. Tout d'un coup, la porte s'ouvre légèrement. Et je commence à paniquer dans le rêve. Je dis, comment la porte va commencer à s'ouvrir seule? Donc, la porte s'ouvre légèrement, juste compte
elle s'ouvre intégralement et je sens une présence rentrer. Dans la vraie vie, tu ne peux expliquer en fait. Lorsque tu es dans un songe en présence d'un esprit, il y a une sensation que ton corps réagit autrement, quoi. Mais tu ne peux expliquer ça, sauf la personne qui a déjà vécu ça dans les songes. Donc c'est comme ça comment je sens une présence rentrer dans la chambre et moi je fais face. Mais je vois l'invisible, mais la chose arrive. C'est comme ça, la chose ne fait que s'approcher. Donc je sens la présence de la chose s'approcher du lit. Et jusqu'à la chose vient, elle monte sur le lit, elle se place au milieu, donc entre le jeune homme et moi, la présence que je sentais vient se placer au milieu. Et déjà, peut-être de nature, je suis une peureuse, donc lorsque j'ai senti, parce que lorsque cette présence est venue se mettre entre nous, j'ai senti une forte sensation qui m'a ramenée dans la réalité. Donc du coup, lorsque je me réveille, je commence à dire au nom de Jésus. Vous savez, tu pries, tu ne pries pas, tu commences à dire au nom de Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je réveille la personne qui est à côté de moi, il dort, je réveille, il se réveille, il me dit c'est quoi? C'est-à-dire que j'avais même peur de parler. La seule chose que je l'avais dit, je l'ai juste dit, j'ai peur. Donc, je ne pense même plus que j'avais dormi, j'avais tellement peur et je suis allée le serrer, quoi. Je l'ai dit en tout cas, serre-moi jusqu'au matin. Et là, je me suis lavé, tout, il est allé me déposer chez moi. Mais lorsqu'il va me déposer chez moi, en chemin maintenant, je lui dis, j'ai quelque chose à te dire. Il me dit, à quoi? Je dis, je lui ai demandé, est-ce que tu as peut-être un problème mystique et tout ça, que les hommes vont toujours faire comme s'il n'y avait rien. C'est vrai que dans la nuit, je l'avais expliqué un peu, après je l'ai seulement dit seulement parce que j'ai peur. Et maintenant, le matin dans le véhicule, je l'explique maintenant bien le songe et tout. J'ai dit voilà, voilà. Et là, il va me dire que j'ai pas voulu te faire peur la nuit. Mais partout où je suis partie, il fréquente un peu les histoires des gangas, ici un peu d'aller voir ce qui ne va pas dans leur vie. On lui a souvent dit qu'il avait une femme de nuit, une femme qui le visite. Donc lorsque je lui ai parlé de ça la nuit, il a eu une idée, mais il ne pouvait pas en dire plus de peur que je stresse encore plus, quoi. Et je vous assure que le jour que ce jeune homme m'avait déposé chez moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais remis mes pieds chez la personne. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Déjà, moi, je ne connais rien de ce monde invisible. Mais on arrive à détecter que là, il y a des choses pas normales. Et du coup, je préférais me retirer. La leçon à tirer, c'est vrai que ce sont des choses que nous vivons tous les jours, mais vraiment, soyons prudents, que ce soit homme ou femme. Soyons prudents, surtout les femmes, parce que le plus souvent, ce sont les femmes qui se déplacent pour aller chez les hommes. Pour aller dormir chez un homme, c'est plus la femme. Juste dire à mes soeurs, mes grandes soeurs, mes tantes, que c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on ne peut plus aller chez les hommes, sinon comment on va trouver l'homme de la vie, ou bien comment on va trouver le père de nos enfants, et tout comme ça. Mais la prière est très importante. Tout remettre entre les mains de Dieu. Seigneur, voilà, je vais à tel endroit. Sécurise au fait l'endroit. Parce que ça pouvait peut-être être un esprit fou, comme on entend dans les histoires des DMG. Un esprit fou qui peut venir, exemple, te brutaliser, ou bien trouver la fontanelle, je ne sais pas comment on appelle la fontanelle, après tu commences à voir les choses que tout le monde ne voit pas, les choses comme ça. C'était un peu ma petite histoire, donc soyons prudents lorsque nous partons dormir chez des inconnus. On ne sait pas les choses qui se passent dans l'invisible, si ce dernier est poursuivi, exemple. Bon, c'était ça ma petite histoire. J'espère que les gens vont commenter, liker et essayer de répondre aussi aux messages. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir, DMG.
et bon dimanche à toi. Je viens vous raconter une histoire que je suis en train de vivre actuellement. Je me nomme Marco, je vis dans la région du sud-ouest, plus précisément dans la ville de Buea. Je loue un studio moderne et j'y vis seul. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai quand même une copine. Ma copine se plaint que lorsque je la laisse seule à la maison, c'est comme si elle ressentait une présence, comme si elle n'était pas seule à la maison. Peut-être moi, je lui ai dit que non, c'est impossible parce que je vis seul et je suis un garçon qui craint Dieu. Et je fais des dons chaque fois que j'ai l'occasion. Je pars à l'église. Mais ça fait déjà un mois de cela que je suis en train de vivre une situation vraiment mystérieuse à la maison. Tout a commencé la nuit du 29 janvier de cette année. Je me débrouille, je travaille comme tout garçon de mon âge. Donc chaque soir, chaque fois que je rentre de la maison, à la maison autant pour moi, je me lave, je mange, j'allume la télé et je regarde un peu les documentaires, les informations à la télé. Et je m'endors sur le canapé. La première fois que cela s'est manifesté, c'est lorsque j'étais en plein sommeil. J'ai mis le téléphone en charge. Je me réveille aux environs de 3 heures. Le téléphone n'est plus en charge. Je me dis peut-être que quelqu'un a oublié de fermer la porte de la chambre en dormant. Je pars, j'ouvre la porte est verrouillée en double tour. J'entre dans la chambre, je fouille le téléphone. Je retrouve le téléphone en bas du lit, en train de chanter. Bref, sur le coup, je me suis dit peut-être sur le coup de la fatigue, je me suis endormi en oubliant de charger le téléphone. 3 jours plus tard, le même scénario se reproduit. Je laisse la télé allumée avec le décodeur allumé, le téléphone en charge. Je me réveille à la même heure, à 3 heures pour uriner. Je me rends compte que la télé est éteinte. La télé est éteinte. Pas de telle sorte que la télé s'est éteinte seule. Non. La télé a été débranchée sur le régulateur de tension. J'ai regardé à gauche, à droite. Je n'ai pas trouvé le moyen. Je me suis peut-être dit qu'on a coupé la lumière. Mais quand je me réveille, le frigo est en train de fonctionner. Mais je me rends compte qu'on a débranché la télé sur le régulateur de tension. J'ai appelé mon père pour l'informer de cela. Il m'a dit qu'il va aller consulter un ganga. Parce que j'ai un peu des origines gabonaises. Il est donc parti consulter un ganga. Le ganga lui a fait part que j'ai un mauvais esprit qui me hante. Moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas trop à ce genre de choses. Mais ça ne fait que se répéter. J'étais à la maison dans la nuit d'hier. Je me suis lavé. Je me suis endormi. La télé toujours allumée. Je me suis réveillé aux environs de 3 heures pour uriner. Je suis les bruits. Comme si quelqu'un est en train de manger de la nourriture à la cuisine. Comme quelqu'un est en train de manger de la nourriture à la cuisine. Je me dirige vers la cuisine, j'allume la lumière. Je ne vois personne. Je me dirige donc vers les toilettes puis uriner parce que vraiment, c'était vraiment une envie très pressante. Je regarde parce que ma cuisine
Mes toilettes, autant pour moi, a un grand miroir. Je regarde dans le miroir. Je vois un homme tout blanc, on dirait un albinos, bien vêtu, en costard noir, cravate. Sur le coup, je croyais que non, j'ai halluciné. Mais j'ai observé, le monsieur avait le dos tourné. Lorsque je me rapproche du miroir pour bien regarder, le monsieur se retourne, je vois un crâne dont le monsieur n'avait pas de la chair sur le visage. DMG, je te dis, j'ai cassé le miroir et je suis sorti. Je suis allé dormir chez l'un de mes camarades. DMG, pardon, aide-moi. Je ne sais pas si cette maison que j'ai pris est hantée ou je ne vis que une histoire vraiment pas très, pas très catholique, je peux le dire ainsi. Pardon, aide-moi. Depuis un bon bout de temps, je ne parviens plus à dormir dans cette maison. Je ne parviens plus. Je laisse la télé allumée, je trouve que la télé éteinte. Je mets le téléphone en charge, je trouve qu'on a débranché le téléphone. Je mets même les habits sur le lit, je vais les trouver au sol. DMG, pardon, aidez-moi. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien et bonsoir à toute la communauté, j'espère que vous vous portez bien encore. Voilà, j'ai une nouvelle histoire. Vous vous rappelez quand j'ai raconté l'histoire de mon enfance avec mes sœurs et qu'on faisait des cauchemars et qu'on a passé une mauvaise enfance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Quand je traverse la route, j'entends la voix qui m'appelle et je m'arrête en pleine route. Et il y a des voitures qui klaxonnent, tout ça. Bon. Donc je disais, dans cette histoire-là, à la fin de cette histoire, j'avais dit que je devais venir compléter une nouvelle histoire. Voilà, c'est aussi l'histoire de mon enfance quand j'étais enfant. Quand mon père, lui, il est conducteur d'engins. Il conduit des grands engins là. Et il fait les routes. Donc il y a une société qu'il avait pris. La société-là n'existe plus aujourd'hui. Hein. Elle a fermé depuis plusieurs années. Je ne me rappelle plus trop du nom de la société. Vraiment, j'étais très petite. Je devais avoir 5 ans ou 6 ans. Et voilà, donc cette histoire s'est passée dans un chantier. Le chantier là, c'est sur la route. Oui, à Kango, mais sur la route, le chantier là, il y avait un nom. J'ai aussi oublié le nom de ce chantier. Donc mon père était le chef du chantier. Et c'est lui qui coordonnait un peu le travail. Et comme il était conducteur, vraiment un ancien dans la conduite, et il avait des petits qui l'apprenaient également à conduire. Donc pendant ce temps, il s'était fait beaucoup d'amis là-bas, donc des collègues étaient devenus ses amis proches. Et ma mère s'était fait aussi plusieurs amis, donc les femmes des collègues de mon papa, ils étaient vraiment amis. Il y a une que je me rappelle du prénom, mais je ne peux pas dire son prénom ici. Voilà, donc c'était vraiment devenu des amis. Il y a des amis de mon père dont je me rappelle bien. Et je pense qu'il est toujours en vie, mais on n'a plus ses nouvelles. Lui, c'était vraiment un grand ami à mon papa. Et mon papa, pendant ce temps qu'ils étaient fait des amis, et en même temps, il s'était également fait des ennemis. Pas qu'il était allé provoquer des gens dans le chantier. Non, il n'a pas provoqué. Tu peux te faire des ennemis, c'est-à-dire que les gens commencent à te détester sans raison. Et c'était ça le problème. Peut-être à cause de comment il travaillait, les gens ne l'aimaient plus, les gens ne l'aimaient pas, et les gens commençaient à le détester. Et on lui disait que pourquoi il n'y a que lui qui est chef, pourquoi il n'y a que lui que le patron donne la responsabilité. Le patron avait même remis la voiture pour travailler avec, donc il avait une voiture de service. Voilà, donc c'était ça. Et pendant ce temps, on nous sommes à trois, notre petite soeur, elle devait avoir 2 ans, hein, elle était trop petite. Donc ce jour, avec ma soeur, nous, parfois quand on revient de cours, on partait jouer dehors. Voilà. Et on est allé jouer dehors à quelques mètres de la maison, mais tout près de la route. On s'était un peu éloigné de la maison, mais on était tout près de la route, vraiment à côté de la route. Hein.
Et il y avait une pompe publique là dans le chantier. Il y avait un grand poteau qui était là à côté de la pompe publique. Et il y avait les herbes couvraient le sol les herbes couvraient le sol aux alentours de la pompe publique et du grand poteau électrique. Voilà. Donc on ne pouvait pas voir s'il y avait des fils détachés, des fils de courant détachés. Là on ne pouvait pas voir. Vraiment c'était plein d'herbes. Et quand on jouait, on avait vu un carton de, je sais pas si vous pouvez voir le genre de carton là où il y a les messas, le vin rouge là, les messas ou bien les gens, voilà, comme le genre de carton qu'on met les jus, les cérèses, ce genre de carton là, j'avais vu ça par terre. Donc je vais dire à ma soeur, ah voilà, je trouvais un carton. En fait, on se mettait à récolter les cartons pour pouvoir jouer avec. Elle avait déjà trouvé et moi aussi j'avais trouvé un. Donc je me suis précipitée vers l'endroit même où il y avait le poteau électrique et de l'herbe partout à côté. Donc je suis partie là-bas. Donc quand je suis arrivée à côté du poteau, je m'apprête à ramasser le carton. C'est là où je tombe. Ma soeur me dit, oh mais Claudia, tu tombes comme ça comment? Désolée, j'ai dit mon prénom. Oui, bon, je vais prendre un prénom du genre Esther, voilà. Esther, tu tombes comme ça comment? Relève-toi. Je dis non, je n'arrive pas à me relever. Et en même temps, le courant commence à m'attraper. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre de quoi il s'agit, mais bon, les gens qui ont déjà été électrocutés pourront comprendre. Le courant commence déjà à m'attraper, je n'arrive même pas à me lever. Je me lève, je retombe, jusqu'à ce que je n'ai même plus pu me relever. Je cherche à me relever, je n'y arrive pas. Je crie, je pleure de douleur. Ma soeur me vient. Ma soeur pleure également. Il y a quoi Esther, il y a quoi Relève-toi. Je n'arrive pas à me relever. Après, je dis à ma soeur, je vais prendre un prénom, Vanessa, attends, tiens-moi la main. Elle cherche à me tenir la main. Donc, quand ses doigts arrivent vers mes doigts, c'est seulement la décharge électrique qu'elle reçoit. Et elle s'éloigne également. Elle me dit, oh, mais il y a le courant. C'est là où ma soeur comprend que je suis en danger. Quand elle était petite, elle avait 6 ans comme moi. Elle comprend que je suis en danger. C'est là où elle me laisse. Elle va en courant. C'est là où je reste. Mais tu vas où? Tu me laisses seule. Et en fait, quand elle est partie en courant, c'est parce qu'elle partait appeler notre maman. Et quand elle part appeler notre défunte maman, vraiment que Dieu ait son âme, cette femme-là. Alors, quand elle part appeler notre maman, c'était un peu loin de la maison, c'était un peu éloigné. Elle court. Elle arrive à la maison, elle voit notre maman, elle repassait le linge et notre petite soeur était sur son dos. Et ma soeur commence à dire, non, il y a Esther qui est tombée dans un trou. Dans son langage d'enfant, elle n'arrive pas à bien expliquer en fait. Elle dit, il y a Esther qui est tombée dans un trou. Elle n'arrive pas à se relever. Et quand je cherche à l'attraper, le courant me tire. Ma mère dit, dans un trou, et le courant te tire. Alors, ma mère laisse même le fer repasser, branché sur une chemise de mon papa. Elle ne cherche même pas à débrancher ça. Elle court, vous voyez la maman africaine qui a un problème, elle court pieds nus directement avec l'enfant au dos. Ma soeur dit à ma soeur, allons me montrer là où elle est. Elle court, elle arrive, elle me trouve. Je ne pleurais même plus en fait, je ne pleurais plus, ma bouche était fermée. J'étais comme je suis de teint clair, vraiment de teint très clair. J'étais devenue toute jaune, pâle, je ne pleurais plus. Elle m'appelle, mes yeux étaient ouverts, je regardais en haut. Elle m'appelle. Esther, réponds. En fait, quand elle arrive, elle trouve les gens étaient autour, je dis bien autour de moi, autour de la pompe publique, du poteau, tout ça là. Les gens étaient, vu que la route était là à côté, donc les gens étaient autour, les gens regardaient comme des spectateurs. Personne pour venir me tenir la main ou bien pour venir chercher à trouver une solution. Non, quand ma mère arrive, ses copines viennent l'attraper. Non. Je prends un prénom, exemple... Simone. Non, Simone, laisse. N'est pas là-bas, sinon tu as un enfant au dos, sinon vous allez aussi mourir, c'est le courant. Ma mère dit, quoi? Le courant, mon enfant va mourir, le courant? Non. Ma mère quitte vers ses copines. Elle court directement. Elle ne prend pas un bois. Pour dire qu'elle va me lancer le bois parce qu'en fait, elle voit que je ne réagis pas. Donc, même si elle me lançait le bois, je n'allais pas réagir. Alors, elle vient, elle me tire par la main avec la force. Elle me tire et elle m'amène à côté. Sur le sol. C'était une nouvelle route, donc ce n'était pas goudronné, il y avait juste le gravier qui passait sur la route. Ce n'était pas encore goudronné, donc elle me tire sur le gravier. Elle me laisse là, je ne pleurais plus, je ne réagissais pas. Elle m'appelle Claudia. Désolée. Elle m'appelle Esther, il y a quoi? Réveille-toi.
les hommes viennent là, quelques hommes de chantier viennent. Mais qu'est-ce qu'il y a, la petite à quoi? Elle explique un peu comment, voilà, sa soeur est venue m'appeler, voilà comment. Elle commence un peu à expliquer comme ma soeur l'a expliqué. Pendant ce temps, les autres cherchent à appeler mon papa parce qu'il lui était allé jouer le football avec ses collègues un peu plus loin dans un autre chantier un peu plus loin. Donc on l'appelle, on dit que non, il faut venir vite, hein. Viens vite parce qu'il y a ta fille qui s'est fait vraiment électrocuter là avec le courant, donc là c'est grave, elle ne réagit même pas. En même temps, il prend le véhicule, il arrive rapidement. Il prend le véhicule, il arrive rapidement sur le lieu là où nous étions. Ma mère me fouille le corps. Elle sent, en fait, elle allume l'odeur de brûlé. Elle regarde, elle dit, ah, c'est la robe qui s'est un peu brûlée d'un côté, mais pourquoi ça va sentir fort, comme si c'est une viande de bouche qui s'est brûlée. Elle allume, et quand elle arrive à mon pied gauche, au talon du pied gauche, c'est brûlé. Tout mon pied gauche au talon, vous voyez le talon, non? Tout le talon là est brûlé. Elle commence à crier, oh Seigneur, le pied de mon enfant, là elle ne va plus marcher. Elle pleurait vraiment. Elle pleurait vraiment. Mon père m'a mise dans la voiture. Nous sommes allés au dispensaire. Quand on arrive au dispensaire, le médecin m'a un peu réveillée là. Après, il m'a demandé où j'avais mal. Je dis que je n'ai pas mal. Après, il me regarde, il me dit, mais vous êtes brûlé au pied, vous n'avez pas mal? Je dis, non, je n'ai pas mal. Il me dit, comment ça, vous n'avez pas mal? Il regarde, il appuie. Je dis, je n'ai pas mal. Après, il dit à mon père, ah, bon, sûrement c'est parce qu'il y a eu le courant, donc le courant, ça m'a fait un peu comme l'anesthésie. Mais ça va, la douleur va revenir après. Il m'a prescrit quelques médicaments que je devais prendre à la maison. Et il a essayé de faire le pansement sur cette blessure. Vraiment, c'était brûlé. Il n'arrivait même pas à faire le pansement parce que la peau était collée. Il a versé l'alcool dessus. Je n'avais rien ressenti. Hein. L'alcool, on connaît l'alcool. Quand on te verse ça, tu sautes. Mais je n'avais rien ressenti avec l'alcool là sur mon pied. Après ça, je suis repartie à la maison avec mon papa. Quand nous sommes repartis à la maison, cette nuit-là, après nous avons dormi. Vraiment, j'avais bien dormi. Je n'avais pas eu de problème de douleur. La douleur était venue maintenant plus tard, le lendemain. Quand on dort, en fait, c'est là où on avait compris que c'était un problème mystique. Quand on dort, on entend, dans la nuit, on entend les moutons. Je ne sais pas si c'est les moutons. Oui, on va dire les moutons qui font souvent bé, bé, ce genre-là. On entend les moutons. On entend les moutons qui font bé, bé, toute la nuit, pleurent comme si c'était les bébés. Toute la nuit. Ma mère me dit, oh, ça c'est quel problème? Bé, bé, les moutons ne faisaient que faire ça toute la nuit. Toute la nuit. Quand on se réveille le matin, ma mère se réveille aussi pour aller à la pompe. Elle trouve les gens attroupés autour du poteau là où je m'étais électrocutée là. Les gens étaient là attroupés. Comme la pompe publique est nette à côté du poteau, elle partait à la pompe, elle a vu les gens là-bas. Elle demande, oh, c'est comment vous êtes attroupés là, il y a quoi? Oh non, Simone, viens voir, c'est que nous allons voir ici là. Quand on ne va pas voir, il y a deux moutons collés sur le poteau. Deux moutons collés sur le poteau, l'un de l'autre côté. Les deux étaient collés sur le poteau et bien morts. Électrocuté, brûlé. Oh, ma mère est étonnée qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où les copines de ma mère disent, Simon, on ne sait pas, c'est là où ta fille a failli mourir hier, non? C'est le poteau là, non? Ma mère voit ça louche que oui, c'est ce poteau là. Et deux moutons là, comme mes jumelles. C'est comme ça là que mes enfants devaient mourir. Dieu merci que l'autre n'a pas insisté à donner sa mère. L'autre, sinon les deux devaient se coller. Elle était partie. Après ça, ma mère, vraiment, elle avait réfléchi sur ça longuement. Quand elle était allée voir maintenant un ganga, comme ici au Gabon, on appelle les marabouts, là, tout ce monde a les ganga. Elle est allée voir un. Le ganga a dit que, madame, il y a un problème. Hein. Normalement, ça là, c'était un coup préparé pour tuer tes jumelles, tes enfants. Mais quand l'une d'elles est tombée, l'autre a eu l'intelligence de ne pas courir, aller chercher sa sœur. Donc, quand elle a donné la sœur a donné la mère, comme je explique, le courant là a fait que ta deuxième fille là, vraiment intelligente, n'a pas voulu insister. Elle est partie, elle est appelée. Mais si elle était partie en courant au secours de sa sœur, les deux devaient tomber et elles devaient mourir les deux parce que toi tu étais loin à la maison. Tu ne devais pas savoir ce qui s'est passé. Et les enfants devaient mourir là. Mais vraiment,
les anges qui vous protègent ont fait que les enfants ne meurent pas. On fait que les enfants ne meurent pas parce que l'autre était venu t'appeler. Ma mère était étonnée. Oh Seigneur. Elle est venue à la maison expliquer ça à notre papa que voilà. Donc le chantier là où nous sommes là, il y a les gens qui sont pleins de jalousie ici là. Parce que l'Onganga avait dit que là c'est parce que ce sont les gens qui sont jaloux qui ont fait ça pour vouloir punir notre papa. Ils sont jaloux contre notre père. Donc c'était pour vouloir lui punir qu'on a fait ça pour que nous, ces enfants, nous puissions mourir. Mon père, comme lui, je ne sais pas s'il croyait ou il ne croyait pas, mais vraiment, je ne sais pas. Après ça, quelques temps après, peut-être quelques mois après, mon papa était parti au travail. Pendant ce temps, moi, ma blessure, rassurez-vous, ça ne guérissait pas. C'était une blessure inguérissable. Je ne partais même plus à l'école parce que je n'arrivais pas à tenir mon pied debout. Je boitillais comme si j'étais infirme. Je boitillais avec ce pied-là. Donc mon papa, après ça, lui, il était parti au travail. Donc il est monté dans son engin pour travailler comme d'habitude. Quand il monte dans son engin, son pied droit a cogné le volant de l'engin. Un peu, même pas qu'un coup, un grand geste bizarre. Non, un petit geste. Le pied a commencé à lui faire mal. Pendant ce qui était un jour est devenu 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, le pied faisait mal. Tout le pied s'est enflé. C'est là où le chef l'a demandé d'aller à Libreville se faire soigner. Donc, quand il part à Libreville se faire soigner, il va à l'hôpital. On lui soigne pendant les mois. Le pied est pareil, le pied fait mal, l'os s'est déplacé. C'était le problème. Il y a les boules à l'intérieur. Vraiment, les choses qui se disaient à l'hôpital. Après ça, il a dit non, il va d'abord aller voir un ganga. Quand il va voir un ganga lui dit la même chose que l'autre avait dit à un mec, non? Ce sont les collègues qui ont fait la jalousie et qui t'ont frotté quelque chose sur l'engin. Ton genou a seulement cogné un peu l'engin. Et voilà que ça là, le petit truc là, ça t'a provoqué ce que tu as au pied là. Il faut vraiment beaucoup faire attention. On l'a donné des choses là pour frotter sur le pied qu'il avait frotté. Il faisait les traitements à l'hôpital et les traitements chez l'Onganga. Et à l'hôpital, on l'avait mis et trouvait judicieux de lui mettre le plâtre. On l'avait mis un plâtre au pied. Je me rappelle encore de ce plâtre-là de notre père parce que nous, on dessinait souvent sur le plâtre avec le marqueur. On l'avait mis un plâtre au pied. Pendant ce temps-là, le patron envoie une lettre pour dire que non, mon père est renvoyé parce qu'il a fait beaucoup de mois sans venir travailler et tout. Donc, c'est bon. Il n'a plus besoin de lui. Donc, les collègues avaient eu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on renvoie notre père. Et pour ça, on voulait, moi, me tuer. Moi, qui étais l'enfant innocente que j'étais. Et comme ça n'a pas réussi, ils sont maintenant allés frotter les médicaments sur le volant de son engin. Et en même temps, ça n'avait pas aussi réussi parce qu'eux voulaient qu'il devienne infirme pour arrêter de venir conduire l'engin. Il n'est pas devenu infirme, mais mon père et moi, on était 2 personnes malades dans la maison. Notre mère souffrait. Elle accompagne mon père à l'hôpital, elle m'accompagne à l'hôpital. Lui, son problème avait duré 1 an. Pour moi, je pense que ma blessure avait fait 2 ans. Parce que pendant 2 ans, je ne partais pas à l'école. Et j'ai marché, j'ai boitillé. Donc, quand je marchais, les amis m'embêtaient toujours. Non, regarde, elle est infirme, elle est machin. Et ma soeur jumelle, vraiment, elle se battait pour me prendre la part. Non, ma soeur n'est pas infirme. Et quand ma mère disait non, ma mère vraiment, elle pleurait chaque fois. Ah Seigneur, ma fille marche toujours le pied comme ça, elle va devenir infirme ou bien quoi. Elle pleurait vraiment, elle se lamentait, Mais avec la grâce de Dieu, la blessure là, après 2 ans, la blessure avait commencé à se cicatriser. Avec les prières qu'elle faisait, vraiment les prières, les jeûnes, les prières pour que ma blessure là puisse guérir. La blessure avait commencé à se cicatriser, et jusqu'à ce que la blessure s'était refermée, je commençais à poser mon pied au sol, je marchais bien, comme tous les enfants de mon âge, je courais bien. C'est là que ma mère voyait que je ne devais pas devenir infirme. Et quand on était répartis à l'hôpital, le médecin, elle avait demandé que je pensais que l'enfant devait devenir infirme, mais mon médecin avait dit non. La brûlure n'a pas touché la veine. Donc voilà pourquoi elle remarche. Mais si ça avait touché la veine, elle devait devenir infirme. Son pied n'allait plus être le même. Ma mère avait remercié Dieu. Elle avait remercié Dieu que ça s'est bien terminé. Et je suis moi aujourd'hui une grande personne. J'ai mes 2 enfants. Donc c'est cette histoire que je voulais vraiment raconter avec vous. Vraiment, quand on arrive quelque part, surtout dans les chantiers de travail, là, vraiment,
les papas, les mamans, faisons attention. Hein. Faisons attention parce qu'on trouve toute personne là-bas, toutes sortes de personnes. Les personnes qui vont t'aimer, les personnes qui ne vont pas t'aimer. On ne va pas t'aimer parce que tu fais du mal. Non, on ne va pas t'aimer parce que peut-être que tu as du succès dans ton travail auprès de tes chefs. Et là, les gens vont développer une jalousie bizarre. C'est ce qui nous était arrivé. Donc, pour vouloir faire du mal à mon père, on a lancé ça pour nous tuer avec ma soeur. Mais c'est moi qui avais pris ce coup dur. Et depuis notre enfance, c'est toujours moi qui prends les coups durs. Hein. Vraiment, c'est toujours moi qui prends les coups durs. J'ai vraiment beaucoup souffert. Ce qui fait que je suis devenue une fille très renfermée, très fermée et je peux dire très réservée également. Et une fille aussi très solitaire. Même quand j'ai mes amis, mes soeurs, nous sommes ensemble, à un moment donné, après je me retire, je reste seule. Parce que j'ai appris à rester seule. Surtout avec le pied que j'avais là. Vraiment, quand ma soeur partait jouer, parce que quand je partais jouer avec elle, on m'embêtait. Et quand on m'embêtait que non, tu as le pied cassé, ma soeur, elle s'est fâchée, elle s'est battue à cause de moi dehors. Donc je disais maintenant que non, il faut aller jouer. Moi, je vais t'attendre ici. Et donc j'apprenais à rester seule. Donc c'est un peu ça, l'histoire que je tenais à partager avec vous. Merci encore. Et vraiment, bonne écoute à vous. Vraiment, abonnez-vous. Hein. On n'oublie pas ça. Abonnez-vous, likez et partagez également. Et merci à toutes mes connaissances qui reconnaissent ma voix et qui m'envoient souvent les histoires. Je pense à 2 personnes en particulier. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Je suis béninoise et l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une dame et de sa fille. Qu'il me souvienne que la dame, c'est une veuve. Et cette fille, elle est son unique fille. Donc, en fait, la dame, c'est une chrétienne fervente. Elle a l'habitude d'aller à l'église tout le temps. Chaque fois qu'il y a un programme à l'église, quand même, elle est là-bas. Elle intercède beaucoup pour sa fille, elle prie beaucoup pour sa fille. Mais le seul problème qu'elle avait avec sa fille, c'est la vie de débauche que menait sa fille. Sa fille menait une vie de... On ne doit pas dire débauche, mais quand même, elle menait une vie qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Donc, du coup, à chaque fois, sa maman intercédait pour lui. Mais en voulant aller à l'église, elle invite toujours sa fille à la suivre pour se rendre à l'église. Mais la fille a toujours quelque chose à dire, a toujours un empêchement, elle a toujours quelque chose à dire pour ne pas se rendre à l'église. Elle refusait tout le temps d'aller à l'église. Donc la fille en question, voilà un peu sa vie. Bon, sortie avec des copines, sortie avec des garçons, sortie avec des hommes riches, des vieux riches et tout. Donc c'était un peu sa vie. Elle faisait la best life en fait. Donc à chaque fois que sa maman l'invitait, elle refusait. À chaque fois que sa maman l'invitait pour l'église, elle refusait. Mais une fois à l'église, sa maman intercédait pour elle. Partout où elle passe, elle intercède. Elle remet sa photo à l'église. Elle demande au pasteur de prier pour sa fille, de prier pour elle, pour qu'elle retrouve quand même le chemin de Dieu. Elle donne son nom. Bon, n'importe où elle passe pour la prière, elle prie pour sa fille et elle demande aussi au pasteur de prier pour elle. Donc un jour, dans les sorties de la fille, un jour, elle s'est retrouvée au restaurant avec ses copines. Donc, une fois au restaurant, elles ont mangé. C'est un peu comme un groupe de filles où quand vous retrouvez quelqu'un, quelque part, vous attirez l'attention de tout le monde. Donc, du coup, une fois là-bas, elle particulièrement a attiré l'attention d'un monsieur. Un monsieur, quand tu le vois, on sent qu'il a l'argent, qu'il est bon financièrement et aussi
il était jeune. Comme elle a l'habitude de côtoyer les vieux, plus vieux qu'elle, on s'est dit bon, qu'elle a trouvé le jackpot. Donc le monsieur s'est rapproché d'elle à la fin, a discuté avec elle, ils se sont échangés de numéros et tout. Et c'est comme ça, l'histoire avec le monsieur a commencé. Le monsieur la mettait à l'aise, la mettait à l'abri du besoin, lui donnait tout ce qu'elle voulait et tout. Mais qu'il me souvienne que sa maman aussi, elle n'était pas de moi. Elle avait aussi de l'argent et tout. Elle avait de l'argent jusque, bon, les gros yeux. Donc, le monsieur la mettait à l'abri du besoin, la faisait sortir. Bon, tous ses caprices étaient satisfaits quand même. Donc, puis un jour, dans leur sortie, ils ont fait le programme d'aller à Ouidah. C'est une ville au Bénin où quand tu as envie de te détendre un peu ou bien d'aller en week-end, généralement les Béninois préfèrent cet endroit-là. Et préfèrent quand même cette ville-là. Voilà. Donc, la semaine où il devait partir, elle a informé sa maman comme quoi elle devait se rendre en week-end à Ouidah avec l'un de ses petits amis. Et sa maman lui a quand même demandé, c'était un jeudi, elle informait sa maman lui a demandé, mais suis-moi, allons à l'église pour qu'on prie. Elle a dit non, qu'elle n'était pas disponible et tout. Donc sa maman l'a laissée, sa maman est partie à l'église, elle a encore prié pour elle, comme d'habitude. Donc le vendredi, elle a pris des pas avec le monsieur, elles sont rendues à Ouidah et dans une grande maison. Dans une très 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 grande maison. C'était pas une résidence, c'était pas un hôtel, mais c'était dans une grande maison. Les murs de la maison sont tellement élevés que quelque chose qui va se passer dans la maison, personne ne saura. Mais en temps, je vous rappelle que le monsieur en question, il faisait partie d'une secte. Et bon, cette maison à Ouidah, c'est une maison unique, c'est-à-dire quand tu vas là-bas, c'est la seule maison qui ressemble à ça en fait, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ils sont partis et il n'y a que les initiés de cette secte-là qui ont accès à cette maison. Ils peuvent ramener des filles, mais ils sont les seuls à avoir accès à cette maison. Et puis, ils ont un vigile aussi. Ils ont un vigile et quand le vigile est toujours sur la porte. Et quand il y a un véhicule qui vient de se garer, il vérifie d'abord le numéro matricule du véhicule et aussi regarde le visage. Et quand c'est un initié, il le laisse passer tranquillement. Donc la procédure a été faite, ils se sont rendus dans la maison, ils sont entrés dans la maison et tout. Le vendredi, là, toute la journée, ils sont restés à l'intérieur, ils sont amusés et tout. Et je vous rappelle que dans la maison, il y avait une grande piscine. Donc ils sont restés dans la maison, ils se sont amusés et tout. Ce qu'un couple normal fait, quoi. Ils ont mangé, ils sont amusés. Donc le lendemain, le samedi, ils ont fait pareil. Ils sont restés dans la chambre, ils se sont amusés, ils ont mangé et tout. Donc, autour de 10 heures, le monsieur lui faisait comprendre que bon, qu'ils iront au bord de la piscine. Donc, la fille a dit non, bon, qu'elle n'aime pas trop nager et tout. Le monsieur lui demande quand même de mettre son maillot pour qu'il aille au bord de la piscine. La fille a dit non. Le monsieur, il a insisté qu'elle n'est pas obligée de nager, mais qu'elle vienne quand même avec lui pour qu'il reste au bord de la piscine, d'autant plus qu'ils vont trop s'ennuyer encore à l'intérieur. C'est juste pour changer un peu d'air et tout. Et la fille, elle a dit ok. Donc elle s'est mise en maillot, elle a pris une serviette, ils se sont rendus au bord de la piscine. Donc, il y avait, vous voyez les trucs un peu comme les lits là qu'ils mettent au niveau des piscines là, voilà. Ils se sont couchés là, ils se sont amusés et tout. Donc dans l'amusement comme ça là, ils se sont levés, sont un peu courés et tout. Bon,
En amusement comme ça, le gars fait en sorte qu'elle se retrouve maintenant au bord de la piscine. Donc ils étaient là, ils blaguaient. Donc le monsieur de toutes ses forces a voulu pousser la fille dans l'eau. Or la fille elle était bien équilibrée. Donc du coup, au moment où il était en train de se préparer à la pousser dans l'eau, elle a remarqué donc. Lorsqu'elle a remarqué, elle a esquivé. Elle a esquivé, le monsieur est tombé dans la piscine. Donc le monsieur est tombé dans la piscine de tout son poids. Il est tombé comme ça. Immédiatement, la fille a remarqué que l'eau commence pas à changer de couleur, c'est-à-dire ça a pris une couleur rouge, c'est-à-dire le monsieur, il était en sang. Il était en sang. Ah. Elle a pris peur. Elle a commencé par crier. Après que le sang est coulé dans la piscine et tout, elle a remarqué une présence. Elle a remarqué, c'est-à-dire elle a senti une présence automatiquement. Il y a un gros serpent, un très gros serpent qui a commencé par vomir de l'argent sur le quai. Il a commencé par vomir de l'argent, vomir de l'argent, vomir de l'argent. Donc la fille, elle a pris peur. Elle a pris peur. Elle a pris la serviette là. Et puis elle s'est enfuie de la maison. S'est enfuie de la maison. Donc c'est comme ça, elle est revenue à la maison en bikini, c'est-à-dire elle est sortie de la maison en bikini comme ça. Elle est sortie et c'est sur la voie, elle a demandé à ce qu'on la ramène tout droit chez elle. Elle est rentrée chez elle et c'est là, elle a raconté l'histoire à sa maman. Et puis depuis ce jour-là, elle a commencé par aller à l'église. La leçon qu'il faut tirer là, la première leçon c'est d'interpeller les mamans. N'arrêtez jamais d'intercéder pour vos enfants. Peu importe ce qu'ils sont, peu importe leur niveau de, comment dire, d'études ou je ne sais pas trop, mais continuez quand même à intercéder toujours pour vos enfants. Si Dieu n'écoute pas la prière de vos enfants, c'est que Dieu va écouter vos prières. Et aussi aux filles qui veulent toujours sortir avec les hommes riches. Le monde est tel maintenant que quand tu vois même un homme riche là, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Le dehors est risqué. Donc c'est un peu ça. C'est ma première fois de raconter une histoire sur ta chaîne. Et bon, je n'ai quand même pas eu le courage de monter sur tes likes, d'autant plus que tes abonnés, vraiment. Et je te suis maintenant depuis 2 ans. Merci pour l'initiative et tout. J'espère que j'ai été bref et que je n'ai pas été longue. Et désolée des erreurs que j'ai faites. Je vais m'améliorer. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, j'espère que vous allez bien. Partageons, likons, commentons, c'est pour notre beau bien. Je suis une Gabonaise. L'histoire que je vais raconter, c'est celle de ma grande sœur. C'est une histoire jusqu'à présent qui me fait mal, qui a beaucoup touché notre famille. Mais comme on a l'habitude de dire, apprenons des histoires des autres avant de juger. Apprenons les erreurs des autres avant de juger. Ma grande sœur, étant au chômage, a reçu un appel d'une société du nord du pays. Donc, elle est du sud. Elle a décidé d'aller en aventure. La grâce qu'elle a eue, c'est que le petit frère de notre mère était déjà là-bas. Du coup, elle est allée chez lui. Elle s'est installée là-bas, elle a commencé le travail, on l'a pris d'abord en tant que stagiaire. C'est étant chez mon oncle là qu'elle a découvert, qu'elle a rencontré, je vais dire, qu'elle a rencontré Damien.
Damien était professeur et il était ami au neveu de mon oncle, du côté de son père. Voilà, un jour, il vient à la maison et boum, il rencontre ma soeur, Valentine. L'amour s'installe là, séance de montre, comme elle même a raconté. C'était le coup de foudre. Avec le temps, il s'échange les numéros. Et puisque c'était pendant les grandes vacances, il lui a dit non, j'aimerais que tu viennes passer un week-end, que tu viennes même tous les week-ends chez moi au village. Comme ça, tu vas découvrir qui je suis. Elle dit ah, ok, puisque moi je ne suis pas du Nord, je vais aller, histoire de découvrir. Le premier week-end qu'elle est arrivée, c'était bien. Elle a dit, elle a découvert le village et tout, c'était bien, mais la mère de Damien n'était pas là. Elle est repartie sur la ville. Deuxième week-end qu'elle arrive, elle trouve la mère de Daniel. La première rencontre était vraiment glaciale. Cette dame-là l'a dévisagée d'une de ces manières, comme si elle avait commis un meurtre. Bon, elle a négligé. Elle s'est dit, bon, je suis une maman, peut-être qu'elle est étonnée de me voir. Et cette nuit, elle n'a pas dormi. Elle s'est retrouvée en train de se battre avec une femme. Tu es venue faire quoi ici? Tu sais pas que c'est mon mari? Et c'est... Ah. Elle m'a écrit pour me dire que, ah, voilà ce que j'ai vu. Que j'ai dit, ah, il faut prier. Peut-être que ce sont des attaques et tout, il faut prier. Troisième week-end, elle vient. Toujours le gars au village. Elle essaie de faire bonne impression. Tu es au milieu de la belle famille. Même si tu ne comprends pas leur langue, mais tu essaies de faire bonne impression. Mais c'était vraiment des attaques. Bon, par exemple, quand il fallait nettoyer, sa belle-mère ne voulait pas, il fallait faire... Donc, ne sachant pas que Damien observait tout ça là, elle s'est abstenue de ne pas parler de ça. Pourquoi? Parce que dans notre éducation, on nous a appris que quand tu viens dans un village, il ne faut pas que le feu sorte de toi. Donc, qu'importe ce qui se passe, tu restes calme, tu avales. Et Damien, c'était un homme très pragmatique. Il avait du caractère. Son non était non, son oui était oui. Voilà combien un jour, ne sachant pas que Damien est au courant de tout ça, il atterrit dans la cuisine. Il commence à agresser sa mère. Les propos qui sortent étaient vraiment des propos extraordinaires. Parce que elle lui a entendu dire que si tu penses que tu vas chasser celle-là, comme tu as chassé les autres, tu as menti. Parce que moi, je pouvais mourir que de la quitter. Celle-là, c'est ma finalité. Elle sera ma femme, point barre. Ça a suivi des péripéties, des disputes que je préfère épargner. Lorsque les vacances s'achèvent, voilà comment Damien prend son courage, aller faire le coco chez mon oncle, pour lui dire que non, moi j'ai observé ta nièce, elle me plaît, moi j'aimerais qu'elle vienne rester chez moi. Et comme d'habitude, il a fait un présent et tout. Mon oncle a dit, il n'y a pas de problème, si c'est pour mieux vous observer, moi je suis là. Mais regarde comment tu l'as pris. Elle n'a pas de problème, elle n'a pas de cicatrice, tout. Garde bien. Voilà comment Damien met ma grande soeur Valentine dans sa maison. Tout est beau, tout est nouveau. Jusqu'à ce que la belle-mère entende que Damien a mis Valentine dans la maison. Elle débarque. Que tu as demandé l'ordre à qui de mettre Valentine dans la maison? Problème sur problème. Mais Valentine ne réagissait pas parce que son mari lui disait qu'à chaque fois que ce soit mon père ou ma mère viendra m'attaquer, tu restes dans la chambre, tu ne sors pas, ça se passe entre eux et moi. Tu ne parles pas, tu ne dis rien. Ça a chauffé la réunion de famille au haut, puisque eux au nord là-bas, petit truc c'est réunion de famille. Jusqu'à ce que les gens disent que il a décidé, c'est sa femme. Laissez-le. On a encore fait commencer, il est indépendant, il fait ses choix, c'est l'adulte. Mais Valentine est toujours restée la belle fille qu'il faut. Les bagarres, c'est pas des bagarres. Les bagarres, c'est pas les bagarres. Les pamphlets, c'est pas les pamphlets. Valentine n'a jamais répondu à cette femme. Voilà comment l'année qui suit,
Ils avaient déjà fait, disons, 3 ensemble et tout. Damien dit à Valentine que non, moi je veux déjà un enfant. Valentine dit, ah, tu connais presque pas mes parents. On vient de toucher l'argent. Laissons d'abord on évolue un peu. Il dit non, 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 moi je veux déjà l'enfant. Valentine dit, ah, moi je n'ai pas de problème. L'enfant, pouf, l'enfant rentre. La grossesse évolue. Ils attendent 4 mois pour annoncer à tout le monde. Valentine nous appelle que oui, voilà, je suis enceinte, nous on est contents. Maintenant, pour aller dire l'autre côté, c'est-à-dire ses parents, ils sont partis. Son mari annonce que non, voilà, la bénédiction est entrée dans la maison. Valentine enceinte, sa belle-mère pète. Toi, apparemment, tu veux me tenter. Je t'ai déjà dit que méfie-toi. Non seulement tu la mets dans la maison. Aujourd'hui, elle est maintenant enceinte. Tu as demandé la permission à qui? Il s'est levé avec sa femme. Il est parti. Qu'elle reste à vociférer, c'est ton problème. Valentine, pour accoucher, c'était tout un problème. Elle a accouché par césarienne. Quand elle accouche, on retire l'enfant. L'enfant ne réagit pas. L'enfant ne réagit pas. On essaie de réanimer, rien. Comment ça? Du coup, le médecin qui était très professionnel a dit non, laissez d'abord le corps là. Puisque elle est le bloc, je termine d'abord avec la mère. Parce qu'il ne faut pas lancer les choses comme ça, n'importe comment. La peine, il termine avec ma grande soeur, de la refermer et tout. Voilà comment il sent quelque chose bouger dans le drap. Quand il regarde comme ça, c'est ma nièce. Elle est vivante. Donc ils ont essayé de faire tout ce qu'il y avait à faire et tout. Voilà comment. Et ma grande soeur et l'enfant sortent. À peine sorti du bloc, sa belle-mère s'exclame. J'estime qu'elle a parlé, elle a pensé tout haut. Oh, tu es quand même sorti du bloc. Et à Damien de répondre que oui, pour eux, c'est-à-dire pour ma femme et ma fille, je suis prêt à tout. La mère a dit, ah bon, c'est ce qu'on va voir. Tout ça, c'est en langue. La pauvre, est-ce qu'elle comprenait? Lorsque ma nièce naît, Damien commence à tomber malade. Ça a commencé par une simple grippe. La grippe de tous les jours que nous tous sommes là. Il a pris de Doliprane, de l'Epifervex et tout. La grippe l'a pris. Un bon matin, boum, il n'y a plus la voix. Comment ça? Professeur de son état, il n'a plus de voix. Ma petite nièce avait 3 mois, a commencé à tomber malade et tout, machin. Bon, on a essayé de voir, elle avait du mal à respirer, des choses comme ça. Excusez-moi. Il a dit à ma soeur que, ils sont dans les choses des blancs, allons chez les choses des noirs. Voilà comment ils traversent, ils vont jusqu'au Cameroun et tout. C'est là-bas que on dit à mon beau-frère que tu as choisi l'enfant et la femme devant tes parents. On va guérir l'enfant, mais ce sera des risques et périls. Tout ça là en langue, est-ce qu'elle savait? On a dit non. Il a dit que c'est l'enfant. Moi, je suis prête à partir. Voilà comment on fait le traitement à ma nièce. Ma nièce, tout le rhume sort et tout machin. On lave son corps et tout. Ils reviennent de là-bas. L'enfant est en forme. Merde. Ma soeur a commencé à vivre le chaos. Mon beau-frère a commencé à m'écrire. C'est pas m'écrire au l'estomac, c'est pas l'estomac ou la poitrine, c'est pas la poitrine où il n'y a plus le sang. Un gars qui était dans les 85 kilos, il s'est retrouvé dans les 45 kilos en espace d'une semaine. Et ils ont fait tous les hôpitaux jusqu'à traverser, aller au Cameroun. Rien. Jusqu'à ce qu'il a dit non, laisse tomber. Comment ça laisse tomber, tu es malade? Elle était dépassée, avec un enfant de 8 mois, dépassée. C'est comme ça qu'une de ces belles tantes dit que non, on va aller un peu faire la tradition. C'est comme ça qu'elles vont chez un ganga. Ils vont s'installer là-bas.
Dès qu'ils arrivent, sa belle-mère a pris les commandes. C'est elle qui faisait tout. C'est elle qui lavait les habits, les caleçons, tout, les traitements. Quand elle voulait réagir, jusqu'à pour du cas contraire, c'est mon mari. La maladie là, ça fait déjà 10 mois. Maintenant, tu viens devant les gens, son mari a dit laisse. Ça ne faisait que s'aggraver. Le gars avait la peau sur les os. Voilà comment un jour, il appelle ma soeur. Elle vient s'asseoir. Il lui dit, tu sais, Valentine, je t'ai vraiment aimé. Je t'ai aimé et soutenu. Tu as apporté de la lumière dans ma vie. Tu m'as donné un enfant. Tu as accepté même que cet enfant porte mon nom. Je te remercie. Mais là où nous sommes là, je préfère que tu prennes tes bagages, que tu partes d'abord chez toi. Je vais essayer d'aller me soigner dans la forêt. Et comme ça, quand je finis, je viendrai te chercher avec l'enfant. Elle a dit, comment je peux te laisser comme ça, seul, toi aussi. Tu m'as toujours dit non, je suis ta famille, je suis ton tout. Il dit non, va d'abord, s'il te plaît, pars. Je me souviens, ma soeur nous avait appelé pour nous dire que, voilà ce qui se passe. Et puisque ils ne s'étaient pas mariés, ma mère lui a dit, viens d'abord, peut-être qu'ils vont faire la chose entre eux, étant donné que nous ne sommes pas de la même culture. Voilà comment ma soeur, parmi dit, là où tu pars, tu n'amènes rien, à part tes habits. Tu laisses tout dans la maison. Tu ne dis à personne que tu es en train de partir. C'est la nuit, 4 heures, qu'elle a pris la voiture pour revenir sur la capitale. Elle est arrivée lundi. Mardi, le gars était sous oxygène. Mercredi, le gars est mort. Lorsque le gars meurt, personne ne l'appelle. C'est sa voisine qui l'appelle pour lui souhaiter les condoléances. C'est comme ça qu'elle apprend que son fiancé est décédé. Le temps que la famille se réunisse pour dire que cet homme-là nous a quand même gardé l'enfant durant 4 ans. Cette année-là même, il devait s'engager à l'épouser. Il était déjà venu, il avait demandé la liste. On a quand même fait une cotisation, histoire d'aller l'honorer. Les pamphlets sont venus de partout, les insultes, elle a marabouté, elle a tué, c'était un moment infernal. Mon père a voulu réagir, mais ma mère lui a dit, tu sais, les choses de la sorcellerie, on ne réagit pas physiquement. Notre conscience ne nous reproche de rien. Si c'est notre fille qui a bel et bien tué cet homme, Dieu fera justice. Mais si ce n'est pas notre fille qui a tué ce jeune homme, nous-mêmes fera justice. Mais en attendant, pour le respect qu'on a pour lui et pour l'enfant qu'il a laissé, on se tait, on ne parle pas, on ne réagit pas. Ils ont tout arraché. Ils ont tout pris. On a failli perdre notre soeur parce qu'elle a fait une de ces dépressions qui n'était pas son nom. Aujourd'hui, elle travaille. Ma nièce a grandi. Elle n'a toujours pas d'homme, mais elle a repris goût à la vie. Mais de son histoire, j'ai retenu que avant de rentrer dans une famille, il faut chercher à connaître le sous-bassement de cette famille, spirituellement parlant. Parce que lorsqu'on prend ma soeur pour aller la soigner, couper les liens et tout, on se rend compte que Damien était le consacré de sa famille. Il avait accepté le deal parce qu'on lui avait menti que le deal faisait que quoi? On te garde, on te donne l'intelligence, on te met en haut et après tu gardes la famille. Mais on lui avait pas dit la partie où il ne devait pas avoir de femme ni d'enfant. Il devait prendre soin que de ses nièces, ses neveux, les gens de la famille. Et c'est la partie là qu'il a dit non. On lui a dit bon, si tu dis non, sacrifie au moins quelqu'un et après ça s'arrête. Mais il a dit je ne peux pas sacrifier Valentine. Je ne peux pas sacrifier mon enfant, je préfère partir. Prenons le temps de prier. Prenons le temps de voir où nous mettons les pieds. Et les familles là où tu arrives, où la belle-mère se comporte avec toi comme si elle était ta rivale, prends tes pieds, mets au côté. Parce que ma soeur a été chanceuse.
chanceuse que peut-être que la femme là, lui a tenté à plusieurs reprises, les ancêtres de ma grande soeur la protégeaient, ou l'amour de son mari l'a protégée. Imaginons si c'était un homme pervers ou c'était un homme sorcier. Ma soeur devait passer. Combien de jeunes meurent dans les foyers, dans les familles à cause de ce genre de choses. Donc vraiment, ne négligeons pas la prière, ne négligeons pas le spirituel. Soyons toujours connectés parce que le spirituel domine sur le physique. C'est une triste histoire, mais c'est une réalité. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Likons, commentons, partageons. Bonsoir à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille, les internautes, la communauté. Je viens avec une nouvelle histoire. Bon, c'est vraiment une petite histoire brève, hein, c'est même pas long. J'ai fait le vocal depuis le Gabon. Voilà, je viens raconter une histoire qui concerne, bon, c'est pas le décès de ma mère, mais c'est après son décès. Après son décès, bon, quand ma mère est décédée, nous sommes allé l'enterrer dans sa province, son village natal. Alors on l'a enterré là-bas et nous sommes revenus sur Libreville, la capitale. Et lorsqu'on a enterré, nous on devait repartir, c'était en mai, quand elle est décédée, c'était en mai. Donc on devait repartir en août. Puisque je passais le bac, il fallait que je vienne, moi, passer le bac parce que c'était la période même du bac. Quand nous sommes revenus, c'était quelques jours avant l'examen. Donc nous sommes vite rentrés pour ça. On n'a pas pu travailler la tombe, c'est-à-dire mettre les carreaux comme on voulait faire, bien faire le ciment. Donc on n'a pas pu faire ça. Il fallait qu'on vienne rapidement, on n'avait plus assez de moyens aussi. Vu que, bon, à cette époque-là, moi j'étais en terminale, ma soeur n'était qu'en première année à l'université. Donc quand nous sommes rentrés, tout le temps j'avais les inquiétudes. Ah, la tombe normale est restée là-bas, ce n'était pas bien fermé, juste avec la terre. On a fait un peu le caveau, c'était pas bien fermé. Je m'inquiétais toujours, j'étais toujours en train de m'inquiéter. Maintenant un jour j'ai fait un rêve, j'ai rêvé. J'ai rêvé que ma mère est venue dans le rêve. Elle était mouillée, toute mouillée quoi. Comme quand tu te mouilles, quand tu sors sous la pluie et tu te mouilles. Et elle est venue me dire dans le rêve que ma maison est ouverte. J'ai dit, ah, la maison est ouverte. Moi, j'ai pensé à la maison qu'elle avait laissée au quartier qu'on appelle PK12, qui était inachevée, qui n'était pas finie. Elle était en pleine construction quand elle est décédée. Moi, je pensais un peu à cette maison-là. Mais elle m'a dit, ma maison est ouverte. Je me mouille. Je me mouille. J'ai dit, ah, ta maison est ouverte, tu te mouilles, mais tu n'habitais même pas là-bas. Et là-bas, il y a déjà la toiture. Juste qu'il n'y a pas encore, comme c'était en demi-dur, il n'y a pas encore les planches qu'on a mis et tout ça. On va faire ça. Elle dit, non, ma maison où je suis, ma maison est ouverte et je me mouille. L'eau rentre dans ma maison. Après, je me suis réveillée. Donc, je disais, ah, c'est quel rêve? J'ai expliqué ça à ma soeur, ma jumelle. Je lui ai dit, ah, voilà le rêve que j'ai fait. Voilà ce que maman est venue me dire dans le rêve. C'est là où elle disait que, ah, c'est sûr que non, le rêve là, c'est pas la maison qu'elle a laissée là, qui est inachevée, qui n'est pas finie là. La maison là, c'est là, puisqu'elle a dit là où elle est, elle se mouille. Ça veut dire que c'est, ça tombe. Comme on n'avait pas bien fait les travaux, on a fait juste un caveau rapide. On est vite rentré. Bon, il faut qu'on aille en août, on doit aller fermer la tombe et on fait bien les carreaux comme on disait qu'on devait faire. C'est comme ça que j'ai passé mon examen. J'avais raconté déjà l'histoire sur mon examen. Ici, j'ai passé mon examen et j'ai eu mon bac. Et j'ai eu mon bac le 5 août 2017. Et la deuxième semaine de août, la deuxième semaine après mon bac, nous sommes partis au village. Nous sommes allés faire les travaux. Nous sommes allés avec un cousin à nous qui nous a toujours assistés, qui nous a toujours accompagnés, vu que nous, dans le ventre de notre mère, nous sommes nés 3 filles. On n'a pas de garçons. On est seulement à 3 filles. Donc ce cousin-là est vraiment devenu comme un frère de sang, un frère qu'on partage la même mère. Donc on a dit, ah, je vais vous donner un prénom.
Par exemple, Dimitri. Je lui ai dit, ah Dimitri, allons, tu vas nous accompagner. Et là, il était à Mouila. Allons, tu vas nous accompagner à Makoukou. Aller faire... aller travailler la tombe de maman parce que vraiment, on avait laissé, ce n'était pas vraiment bien travaillé. C'est là qu'il nous a dit, ok, j'arrive. Il est venu sur Libreville, il était à Mouila, il quitte Mouila, il vient à Libreville et on part tous à Makoukou, on prend la même voiture. Donc, quand on arrive à Makoukou, on fait certaines courses là, on paye les carreaux, on paye le ciment, on paye, non, on n'avait pas payé le sable, le gravier, tout c'était au village. On a juste payé le ciment, oui, le ciment et les sacs, les cartons de carreaux, les 2 sacs de ciment, je pense. Nous sommes arrivés au village, voilà, avec quelques briques. On avait aussi payé les briques. Nous sommes arrivés au village, et au village, nous sommes allés voir notre grand-père qui est chef du village. Il nous a proposé de prendre le sable et le gravier chez lui. C'est ce que nous avons fait, on a pris ça chez lui et nous sommes arrivés. On a pris un gars du village qui faisait ça. Donc on l'a donné quelque chose, on l'a payé et puis il a fait la tombe, il a bien arrangé, il a vraiment bien travaillé la tombe, il a mis les carreaux dessus. Et nous, on était contents. Et ce jour-là, il y avait eu une cérémonie parce qu'il y avait une cérémonie de circoncision. Donc, la circoncision du fils de mon cousin, donc mon grand frère. Il y avait sa circoncision et en même temps, on avait fait la levée des terres, donc de ma mère. Et puis, le gars nous a livré les travaux. Donc, le travail était bien fait. Il avait enlevé toutes les barrières. Il avait fait les barrières avec les branches des noix des palmiers là. Les branches là, vu que quand on travaille la tombe au village, c'est comme ça qu'on fait. Après, quand il a fini, il a enlevé tout ça et puis on est venu, on était contents, on était vraiment contents. Et comme c'était en pleine nuit qu'il a terminé, et puis on était vraiment contents, on faisait un peu les photos là, on était contents. Et quand nous nous sommes retirés, on s'est éloignés. Notre cousin là aussi est parti regarder le travail parce que c'est lui qui avait pris le gars là, c'était un gars qui connaît, ils ont grandi ensemble au village. Donc il allait voir le travail si c'était bien fait. Après lui, quand il est resté, il a vu quelqu'un debout à côté de la tombe et la personne faisait le signe de la main. C'était une femme, elle faisait le signe de la main, genre pour dire au revoir. Après, elle est rentrée, elle a pris la direction de la forêt. Plus que derrière la maison, c'est la forêt, c'est le village, quoi. Elle a pris la direction de la forêt, elle a fait le signe de la main et elle a acquiescé de la tête, genre pour dire oui ou merci, un truc comme ça. Après, elle est partie. Et lui, quand il était un peu bourré, quand il vient nous raconter ça, on dit non, Dimitri, là, tu exagères, tu es sûr? Oui, je suis sûr. C'est la vieille que j'ai vue. En tout cas, elle était contente. Elle a dit que, elle n'a pas parlé, mais elle a juste dit au revoir. Genre, elle disait déjà au revoir qu'elle partait. Et puis, elle a bougé la tête, genre, pour dire merci. Et qu'elle était contente. Après, on est parti derrière. On n'a vu personne. Elle n'a pas voulu se montrer à nous. Et on était contente que vraiment c'était ce qu'on voulait faire. On va au moins répartir sur Libreville. On va démarrer nos vies. Au moins là-bas, parce que nous, on dormait avec les inquiétudes tout le temps. La tombe de notre père restait ouverte. On s'inquiétait beaucoup. Donc, vraiment, on était très contents quand on a fini ce travail-là. Donc, vraiment, pour dire que les morts ne sont pas morts. Hein. Elle est passée par le rêve, me dit que sa maison, c'est vrai. Quand on est arrivé, excusez-moi, on avait constaté, il y avait un petit trou. Bon, les gars qui avaient fait le caveau après l'enterre, on n'avait pas bien fermé. Il y a une place là où quand il pleuvait, l'eau pouvait rentrer. Donc, on avait constaté ça et on a fermé. Le gars qui a travaillé a bien fermé tous ces trous-là. Donc, vraiment, les morts ne sont pas morts. Ils parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais surtout par les rêves. Parce que moi, je n'ai pas la capacité de voir les esprits. Donc, je pouvais rêver. Et on n'a pas négligé le rêve je n'ai pas négligé le rêve là. Donc, comme j'ai pris ça au sérieux et on s'est attelé tout de suite à aller faire les travaux sur sa tombe. Donc, vraiment, merci. Je voulais encore vous partager cette histoire. Je pense que je ne sais plus combien d'histoires j'ai racontées ici. Donc, merci encore. Et abonnez-vous, likez, partagez. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.